Alors dans cette partie de manipulation de données, comme vous l'avez vu au début, on va commencer par l'importation des données. L'importation des données collectées par les téléphones ou par un appareil GPS. Alors nous allons utiliser deux formats, le format CSV ou le format Excel. Que ce soit les coordonnées collectées avec un GPS ou avec le téléphone, on va voir comment les formater pour pouvoir les importer dans le logiciel QGIS. On va partir à lancer le logiciel QGIS et pour le lancer, nous allons rentrer dans le dossier du logiciel là où se trouvent les raccourcis, parce qu'après l'installation, le logiciel crée un dossier sur le bureau dans lequel il y a beaucoup de raccourcis. Ce qui nous intéresse dans tous ces raccourcis, c'est le desktop tout simplement qui n'a pas de grâce. Alors on fait double-clic sur le desktop pour le lancer. On va fermer cette information et nous allons créer un nouveau projet. Lorsque le projet est lancé, nous avons un projet qui est totalement vide et dans lequel nous allons importer les données. Comme je le disais au début, si vous n'avez pas ce canal de raccourci, vous allez tout simplement faire clic droit dans un espace vide et puis cocher le bouton panneau couche. Pour moi, il est déjà coché, donc les outils sont déjà affichés. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est tout simplement d'enregistrer notre projet pour ne pas perdre notre travail. On va cliquer soit sur le bouton enregistrer ou en faisant CTRL S ou tout simplement en cliquant sur le menu projet et puis on fait enregistrer. Donc, on va prendre cette option projet enregistrer. Ensuite, nous allons partir le stocker dans un dossier. Alors, je vous conseille de créer un dossier spécialement pour pouvoir enregistrer vos données, dans lequel vous allez vraiment enregistrer toutes vos données. Moi, j'ai créé un dossier formation QGIS et c'est dans ce dossier que je vais insérer l'ensemble de travail que je vais faire au cours de cette formation. Comme ça, après, si je veux pas, je peux le supprimer. C'est mieux que de disperser ces données un peu partout. Alors, je vais tout simplement nommer ce projet ma carte. Je vais écrire... Voilà, mon projet s'appelle ma carte. Donc désormais, je vois que le nom de mon projet s'appelle ma carte. La première opération consiste à importer les données dans le logiciel QGIS. Pour cela, je vais ouvrir d'abord le fichier des données pour qu'on puisse voir comment il a été organisé et ensuite on va l'importer. Le fichier Excel se trouve dans la base de données que j'ai déjà partagée avec vous et qui se trouve dans la zone de description que vous pouvez facilement télécharger. Dans cette base de données, vous allez trouver le seul fichier Excel qui est là, qui s'appelle la coordonnée GPS. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Et si on l'ouvre, on voit qu'on a un certain nombre de points avec des coordonnées latitude et longitude. Donc là, j'ai des villes, ce sont des villes du Niger. Et ici, j'ai leurs coordonnées en latitude et en longitude. La latitude correspond au Y. Et puis, la longitude correspond au X. Ça va nous servir, vous allez voir tout à l'heure cette précision. Donc, sachez que ce sont vraiment les deux valeurs qui sont obligatoires pour chaque point. Il existe d'autres, on peut ajouter une valeur, une altitude, mais pour pouvoir localiser, pour pouvoir placer des points sur la carte, on a juste besoin de la latitude et de la longitude, ainsi que le nom du point. Donc pour chaque point, on aura besoin également de son nom, sinon on aura du mal à identifier le point. Donc ceci étant fait, nous allons pouvoir importer directement les coordonnées dans le logiciel QGIS. Si je reviens dans le logiciel QGIS, et que je vais importer les données au format Excel, il n'y a pas de souci. On a deux solutions. On a deux solutions qui nous permettent d'importer directement le logiciel. On peut aller directement utiliser les outils de géotraitement en passant par le menu traitement et puis en cliquant sur boîte à outils. Une fois que je clique sur boîte à outils, je regarde dans les outils qui sont là et puis je regarde le bouton, l'outil création de vecteurs. Alors l'outil création de vecteurs qui est là et puis je regarde le premier point, le premier algorithme qui est là, créer une couche à partir d'une table. Je fais double clic et
dans cette interface, la nouvelle fenêtre qui s'affiche, j'ai un certain nombre de champs à renseigner. Le premier champ, c'est la source. Donc ici, comme je n'ai rien, je ne pouvais pas sélectionner. Je vais tout simplement venir au niveau de là où il y a ces 3 points pour entrer dans mon disque dur. Donc je vais cliquer sur sélectionner un fichier. Et ensuite, je vais aller dans mon dossier que j'ai créé, mon dossier formation QGIS, et dans lequel se trouve mon fichier Excel qui est la coordonnée GPS. Je vais le sélectionner et puis je fais ouvrir. Donc voilà, j'ai importé le fichier. Maintenant, je vais préciser les champs X et les champs Y. Donc voilà pourquoi tout à l'heure je disais que la précision est importante, de pouvoir signaler le point X et le point Y. Alors je sélectionne les colonnes ou la colonne qui correspond au X et la colonne qui correspond au Y. Donc là, j'ai la longitude qui correspond au X et ici la latitude qui correspond au Y. Le champ Z et le champ M sont optionnels. J'ai pas besoin de les préciser. Le système de coordonnées géographiques, je l'ai expliqué pour ceux qui ont vu la première vidéo, la différence entre le système de coordonnées géographiques et le système de coordonnées projetées. Là, par défaut, il nous prend le WGS 1984. C'est parce que c'est le système de coordonnées géographiques de référence. Pour ce qui est des EPSG et les chiffres qui viennent après, on va voir de quoi il s'agit plus tard. Mais pour le moment, retenez que c'est le WGS 1984 qu'on a sélectionné. Donc après cela, je ne touche pratiquement à rien et puis je fais tout simplement exécuter. Après l'exécution de l'algorithme, on constate que nos points ont été importés avec succès. Donc on a nos différents points qui sont là. Chaque point ici représente une ville et on a notre couche qui est venu s'afficher dans la zone des couches. Donc c'est ici que toutes les couches seront affichées. Toutes les couches que nous allons importer seront affichées dans cette zone. Donc si on essaie de faire clic droit sur cette couche, on peut entrer dans la table d'attributs. Donc chaque couche géographique a une table d'attributs. Et si on ouvre la table d'attributs, on va voir nos informations contenues dans cette couche. Et il s'agit des informations concernant les noms des villes, la longitude et la latitude. Et donc si on veut afficher les noms de chaque ville sur la carte, à côté des points, il suffit tout simplement de faire clic droit et puis d'aller dans propriétés. Puis au niveau on va sélectionner étiquette. Donc si vous n'êtes pas arrivé, si par exemple vous êtes dans symbologie, il faut aller cliquer sur étiquette. Et en haut, dans ce champ de pas d'étiquette, vous sélectionnez étiquette simple. Et lorsque vous sélectionnez étiquette simple, au niveau des valeurs, vous vérifiez la colonne qui a été sélectionnée. Par défaut, il sélectionne la colonne ville. Mais si vous voulez vérifier, vous pouvez cliquer sur cette flèche et vous regardez le nom de la colonne qui a été sélectionnée. Nous, on veut afficher les noms qui se trouvent au niveau de ville et non les coordonnées géographiques. Donc, je sélectionne ville. Je fais appliquer et puis je fais OK. Donc on a le nom de chaque ville à côté de son point. Donc ça c'est la première méthode pour pouvoir importer des coordonnées géographiques à partir d'un fichier Excel. Donc le fichier Excel, comme on le voit, il est séparé par des virgules. Vous avez chaque coordonnée séparée par des virgules. Tout comme vous pouvez le formater avec des points qui peuvent servir de séparateur décimal. Mais le mieux, c'est vraiment d'utiliser des virgules comme séparateur. Cette fois-ci, on va voir la deuxième façon, la deuxième manière d'aboutir au même résultat en important les coordonnées de terrain. Et cette deuxième manière, elle consiste, je vais fermer ces boutons. Donc pour fermer, je vais fermer cette boîte à outils en cliquant sur la croix ici parce qu'on a fini de travailler avec la boîte à outils. Et je vais supprimer ce point qui a été importé, cette couche qui a été importée. Maintenant, nous allons voir la deuxième façon d'importer les données à partir de Excel sans importer directement le fichier au format Excel en utilisant le format CSV. Si vous regardez dans les raccourcis ici, nous avons plusieurs raccourcis, plusieurs outils qui nous permettent d'ajouter des données.
Donc là, on a l'outil qui nous concerne ici, c'est l'outil ajouter une couche de texte délimitée. Et là, les couches de texte délimitées sont en réalité les couches, les données texte. Donc les données texte séparées par des virgules ou des points-virgules, des espaces, ou bien des données séparées par des tabulations. Donc pour pouvoir importer ces données en format texte délimité, nous allons convertir notre fichier Excel dans un format de texte délimité. Et pour cela, nous allons faire fichier, et puis on va faire enregistrer sous. Puis on rentre dans notre disque dur. Il a sélectionné automatiquement mon dossier de travail. Et là, au niveau du type, je vais chercher le type de texte délimité. Et dans les différents types, vous avez plusieurs. Vous avez CSV ITF8, vous avez d'autres formats, séparateur point-virgule, texte séparateur espace, les textes, ainsi de suite. En fait, vous avez plusieurs formats de texte que vous pouvez utiliser. Vous avez même texte séparateur tabulation. Mais nous allons prendre texte séparateur point-virgule. Donc point-virgule, pourquoi? Parce que on a des virgules dans les coordonnées. Sinon, on aurait pu prendre CSV ITF8 délimité par des virgules. Donc pour éviter la confusion, nous allons prendre un texte séparateur par des points-virgules. Et comme ça, on va dire au logiciel que notre séparateur, c'est des points-virgules et non des virgules. Donc si je prends CSV séparateur point-virgule, je le laisse dans le même dossier, mais je peux changer le nom pour qu'on puisse voir la différence. Je peux mettre ici un tiré de 8 et puis je mets délimité. Voilà, pour qu'on puisse faire la différence, et je fais enregistrer. Donc là, c'est enregistré, mon fichier est enregistré. Je peux réduire et je reviens dans mon logiciel QGIS. Alors, une fois dans le logiciel, je retourne au niveau des outils. Je prends l'outil qui permet d'ajouter une couche de texte délimitée. Je clique. Et dans cette fenêtre, je vais aller au niveau des 3 points d'options qui me permettent de parcourir et d'aller dans mon disque dur. Je pars et lorsque je rentre dans le logiciel, le seul fichier qui se présente, c'est le fichier de texte délimité, parce que c'est le seul qui est un format texte, le format CSV qui est là. CSV qui signifie en anglais comma separated values, donc valeurs séparées par des virgules. Mais nous ici, nous avons pris le point virgule parce qu'on a des virgules dans les données. Alors une fois que je le sélectionne, je fais tout simplement ouvrir. Et lorsqu'on fait ouvrir, comme pour tout à l'heure, il faudra qu'on définisse un certain nombre de paramètres. D'abord, on va expliquer le séparateur. Donc, s'il est sur CSV comme ça, ou bien si vous avez ces fenêtres fermées, parce que ça peut arriver, si vous avez ces fenêtres, ces options qui sont fermées, il faut cliquer sur le V pour les faire apparaître. Donc là, par défaut, il dit que c'est CSV virgule, mais nous, on veut que ça soit sur CSV point virgule. Donc je vais cliquer sur délimitaire personnalisé. Et là, délimitaire personnalisé, il détecte le point virgule. Et en bas, on peut apercevoir le formatage des données. Si je clique sur tabulation et je décoche point virgule, on voit que les données sont désorganisées. Si je décoche et je mets colonne, là aussi on voit. Si je mets virgule, donc là également vous voyez qu'il a mélangé les données, il a placé des points virgule quelque part. Donc la virgule n'est pas le bon séparateur, c'est plutôt le point virgule. Donc ça, pour ce point, c'est bon. Je passe maintenant à la deuxième option. Et puis je regarde ce qui est affiché. Donc la première ligne, l'entête en première ligne, oui, on a la première ligne constitue les entêtes. Virgule en séparateur de décimales, cette case elle est très importante. Si vous avez des points en séparateur de décimales, il faut décocher cette option. Mais si vous avez des virgules comme séparateur de décimales, il faut la cocher, parce que ici on a 12,61, mais si on a 12,61, il faut décocher cette option. Ensuite, aller dans la définition de la géométrie. Donc, il a détecté que c'est un point. Maintenant, au niveau du champ X, comme pour tout à l'heure, on va prendre la longitude. Au niveau du champ Y, on va prendre la latitude. Les champs Z et M ne sont pas importants. Au niveau du système de coordonnées géographiques, il prend le WGS 1984. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on veut. Et au niveau du paramètre de la couche, là, c'est des options aussi qu'on peut ajouter, mais qui ne sont pas du tout
obligatoire. Donc on laisse tout comme ça et on fait ajouter, puis fermer. Donc comme pour tout à l'heure, on a nos différents points qui ont été ajoutés dans notre interface de QGIS et on peut également faire clic droit pour vérifier dans la table d'attributs les informations qui accompagnent notre couche de données. Et on voit que on a nos informations qui sont là, le nom des villes, la latitude et la longitude. Donc si je ferme aussi, je peux venir faire clic droit, propriété. Dans les étiquettes, je peux afficher étiquette simple et puis les villes. Donc la colonne des villes, je fais appliquer, OK, et donc on a les différentes villes qui sont affichées devant chaque point. Donc voilà pour ce qui est de cette première partie. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'enregistrer les coordonnées dans un format de fichier pris en charge par les logiciels de cartographie. Dans la première présentation, je vous ai montré les formats pris en charge, les formats shapefile et les formats GPKG, les formats GeoPackage. Donc nous allons enregistrer notre fichier dans un de ces formats. Parce que déjà, si vous regardez, nous avons un petit outil ici qui nous dit en fait que notre couche elle est temporaire. Donc on doit l'enregistrer et de manière permanente. Donc pour faire ça, nous allons tout simplement faire clic droit sur la couche et puis dans les options, cliquer sur exporter. Donc on va faire exporter, puis on va cliquer sur sauvegarder les entités sous. Donc juste poser le curseur sur exporter et faire sauvegarder les entités sous. Ensuite, au niveau des formats, nous allons prendre le format SRI Shapefile. Au cas où le format ne nous est pas proposé, on peut cliquer ici et puis sélectionner Shapefile ou bien prendre GeoPackage. C'est pratiquement la même chose. Sauf que les fichiers Shapefile comportent plusieurs sous-fichiers. Quand vous allez prendre un Shapefile, vous allez voir que vous aurez plusieurs autres fichiers qui vont l'accompagner, alors que le GeoPackage, c'est un ou deux fichiers maximum. Mais on va prendre nous tout simplement Shapefile. Ensuite, nous allons cliquer sur les trois points qui sont ici, les trois points d'option pour enregistrer le fichier dans un dossier. Donc, à l'occurrence, dans notre dossier formation QGIS. Et là, nous allons dire par exemple que c'est données de terrain. Donc, nous avons nos données de terrain et l'extension c'est shp.shp. On fait enregistrer et il a ajouté l'extension de manière automatique. Le système de coordonnées, il est toujours le même. On a les différentes colonnes de la table d'attributs, les villes, les longitudes, les latitudes et les longitudes. Si on ne veut pas, on peut les décocher, mais nous on veut les garder dans la table d'attributs. Et puis on fait tout simplement OK. Donc une fois qu'on fait OK, on dit que la couche a été exportée et on voit qu'elle est là, la couche des noms de terrain. Donc cette première couche qui est elle temporaire, on va tout simplement faire clic droit et puis supprimer cette couche. Donc on fait clic droit et puis on fait supprimer la couche. Voilà, il nous dit qu'il y a une entrée qui sera supprimée, on fait OK. Voilà, et désormais on a nos données de terrain qui sont là sous forme de points. Maintenant nous allons regarder dans la base de données et importer les autres données. Donc ça c'est des données qu'on a collectées. Et là, on va voir dans la base de données ce qu'il y a. Alors, étant donné que dans la base de données, on a essentiellement des fichiers shapefile, le raccourci qui nous permet d'ajouter les shapefiles se trouve ici. C'est le premier V qui est ici en haut. Donc, si je pose le curseur, on va ajouter une couche vecteur. Je peux le faire ici, tout comme je peux aller dans couche. Et puis, je pars dans ajouter une couche et je regarde ajouter une couche vecteur. Ou bien, je peux même utiliser le raccourci CTRL-V. Donc pour toutes ces deux options, on aura le même résultat. Tout comme je peux aller dans parcourir et aller dans mon disque, ça il s'agit des disques de mon disque dur. Le disque c'est le disque D. Je peux parcourir par exemple dans le disque D et puis aller, ça ce sont des dossiers, et puis aller dans l'un des dossiers pour importer mes données. Donc si je vais pas faire tout ça, je vais tout simplement aller dans les raccourcis, je clique sur le V qui est là. Et on a l'outil qui permet d'ajouter les couches vecteurs, les couches file, etc.
Et je vais tout simplement, ici au niveau de jeu de données vectorielles, je vais cliquer sur parcourir. Et comme je suis déjà rentré dans ce dossier de formation QGIS, il va rentrer dans le même dossier. Et je vais chercher la couche que je vais ajouter. Alors la couche que je cherche à ajouter, c'est la couche limite des régions. Donc je vais importer cette couche limite des régions du Niger. Et comme vous le voyez, on a plusieurs limites des régions. On a des limites qui se terminent par CPG, DBF, PRG, SHP, SHX. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le SHP. C'est ça que je vais importer, le shapefile. D'accord? Donc je clique sur limite des régions.shp, mais il s'agit en fait des mêmes fichiers qui accompagnent le shapefile. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 fichiers sont tous pour la même couche. Donc pour l'importer, on prend le shapefile et puis je fais ouvrir et je fais ajouter. Je fais fermer parce que la couche elle est là, elle a été ajoutée. Donc je fais fermer et j'ai ma couche. Alors tout ce que j'ai à faire, si vous regardez, on n'a pas une vue d'ensemble sur toute la couche. Alors pour bien afficher l'intégralité de la couche dans notre interface, je viendrai ici faire clic droit sur la nouvelle couche qui a été ajoutée. Je fais clic droit et puis je fais zoom sur la couche. C'est la première option. Zoom sur la couche et voilà que la couche maintenant j'ai totalement l'intégralité de l'interface de la couche qui a été agrandie. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne voit plus les données de terrain parce que ces données sont en bas et la limite est en haut. Donc ça, on peut le corriger. Il suffit tout simplement soit de ramener la limite de couche en bas ou de ramener la couche des données de terrain en haut, ce qui sera la même chose. Donc pour faire ça, il suffit tout simplement de faire cliquer glisser, donc de faire cliquer appui long sur limite de couche et de le glisser en bas. Donc si je ramène la couche en bas, on voit que désormais les points sont apparus sur notre couche des limites. En fait, l'organisation des différentes couches dans la zone de couches, c'est point, ligne, polygone. Il y a un ordre en fait à respecter pour avoir un meilleur affichage. Donc c'est toujours les points d'abord, ensuite les lignes et puis les polygones. Donc là on a un point, ici c'est un polygone parce qu'on a des surfaces fermées. On va voir maintenant comment ajouter des lignes. Donc là on a la couche des limites des régions. On peut également l'ouvrir et aller voir la table d'attributs. Donc là on voit dans la table d'attributs qu'on a 3 informations. On a d'abord les noms des régions, donc de chaque région puisqu'il s'agit des limites des régions. On a le code parce que comme vous le savez, les régions du Niger ont un code de 1 à 8 parce qu'on a 8 régions. Et puis on a la densité de la population par kilomètre carré. Voilà, donc ce sont les différentes informations qui accompagnent cette couche des limites des régions. Nous allons maintenant ajouter encore une autre couche, toujours à partir de notre base de données, cette fois-ci une couche de ligne, en cliquant toujours sur le raccourci ajouter vecteur. Donc on peut déjà effacer cette information en cliquant ici, parce qu'on l'a déjà fait. On clique maintenant sur parcourir, et puis on va chercher une couche de ligne. La couche de ligne que nous avons ici, à part les limites des régions, on a par exemple le réseau routier. D'accord, on a le réseau routier. Là aussi, on prend le SHP. On fait ouvrir, on fait ajouter. Donc là, on a le réseau routier du Niger, toutes les routes du Niger, les routes principales, les routes secondaires et même les pistes. Donc on a toutes les routes. Et comme vous le voyez, les routes sont venues s'ajouter au milieu. Donc le logiciel essaie lui-même de respecter l'ordre. On a point, ligne, polygone. C'est ça l'ordre qu'il faut respecter. Parce que si on ramène le réseau routier en bas des limites, elles seront cachées par les limites des régions. Donc les polygones doivent être toujours en bas pour qu'on puisse voir les autres couches. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de voir comment changer les couleurs. Parce que comme vous le voyez, on a des couleurs qui ne sont pas du tout jolies et qui ne permettent pas de bien voir les différentes couches. La première des choses, c'est de changer la couleur des limites des régions. Pour ce faire, on peut faire double clic sur limite des régions ou bien faire clic droit, puis aller dans propriété. Donc clic droit, propriété, et puis aller dans symbologie.
Alors, la manière la plus simple de changer les couleurs, on peut le faire directement ici, mais pour avoir plus de propriétés, il faut aller dans remplissage simple. Donc là, on aura les couleurs de remplissage, les styles, les couleurs de trait, ainsi de suite. Alors, comme vous le voyez, la couleur de remplissage ici, elle est rouge. Donc, on peut cliquer sur la flèche ici et aller changer cette couleur. On va essayer de prendre une couleur assez neutre. Donc, le gris, par exemple. Et puis, le style de remplissage, on veut un style plein. Donc, si on veut des styles hachurés, ainsi de suite, ou bien si on veut même enlever le remplissage, on peut cliquer sur pas de remplissage. Donc, nous, on veut avoir une couleur de fond. Et donc, on laisse la couleur de fond remplie. La couleur de trait, le trait, c'est le trait qui sépare les régions. Par défaut, on le laisse sur une couleur noire, il n'y a pas de problème. Ensuite, la largeur, il a mis 0,26 mm. Moi, là aussi, je pense que ça va. Pour moi, on laisse tout par défaut. Le style de trait, si on veut un style discontinu, des points tirés, ainsi de suite, on peut choisir le style. Mais si on veut juste pour les frontières, moi, je pense que on le laisse en style continu. Pour le reste, on ne touche à rien, on fait tout simplement appliquer et puis on fait OK. Donc là, on a notre fond d'écran qui est là, qui a été mis en gris, et puis on a nos différents traits qui sont là. Donc si on veut changer dans tous les cas les styles des traits, on peut toujours revenir au niveau de soit le style de trait ici pour cliquer sur les pointillés. Par exemple, si on veut avoir des pointillés, on peut appliquer et là on voit que désormais les frontières sont en pointillés. Ça peut être important, hein. Tout comme si on veut avoir des tirets-points, on peut cliquer aussi pour avoir des tirets-points, des tirets simples, on peut faire également avoir des tirets simples. Je pense même ça peut être aussi important, mais pour nous, on va prendre des lignes tout simplement. La couleur des traits aussi, on peut mettre, si par exemple on veut une couleur plus claire, donc ici le rouge. La couleur des traits, on a un fond en gris et puis des traits, des contours en rouge. C'est pas très joli. Je pense que le noir c'est encore mieux. Voilà. Donc je fais OK. Sauf que on voit que maintenant qu'on a changé la couleur de fond, le réseau routier a disparu. Donc au niveau du réseau routier, on va faire la même chose. Clic droit, propriété. Et puis on va aller dans ligne simple, toujours dans symbologie, hein. On va aller dans ligne simple. Et puis la couleur, on va changer de couleur. Cette fois-ci, on peut également prendre le noir, puisqu'il s'agit des routes, de l'ensemble des réseaux routiers. Et puis au niveau du style, pour faire la différence entre les routes et les limites des régions, on va prendre cette fois-ci des tirets par exemple. Donc là, on va prendre des tirets, on fait appliquer et puis on fait OK. Donc là, on voit la différence nette entre les limites des régions et puis les réseaux routiers. Alors, pour les points maintenant, on peut là aussi faire clic droit, propriété. On va encore dans symbologie, symbole simple. Cette fois-ci, on va changer de couleur. On peut prendre n'importe quelle couleur, hein, mais on doit faire attention parce qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas utiliser. Donc le mieux c'est de prendre aussi une couleur noire en remplissage et en trait. Et puis on peut aller en bas pour prendre une forme géométrique qu'on veut, hein. Si on veut un gros cercle ou un rectangle, ainsi de suite. Mais moi je vous conseille de laisser ça comme point. La taille, si on pense que c'est trop petit, on peut augmenter la taille. Ici on a 2 mm, donc on peut augmenter pour que ça soit par exemple 3 mm, 3,2 mm. Et puis on fait appliquer, hein. Dans tous les cas, à chaque fois on peut faire appliquer pour voir comment ça se présente. Donc moi je pense qu'on peut diminuer, on peut me laisser à 3 mm, ouais, c'est bon. Alors l'autre chose qu'on peut faire, c'est cette fois-ci d'ajouter les noms des différentes localités qu'on a affichées. Alors tout à l'heure on l'a fait avec la couche, c'est de faire propriété et puis de faire étiquette simple, et on vérifie que c'est le nom de la ville qui est détecté, on fait appliquer et OK. Donc on a les différentes localités qui sont affichées.
Voilà. Donc nous avons toutes nos informations. On sait maintenant comment changer les couleurs, les largeurs, comment changer les types de points, parce que les points, en fait, on peut faire propriété. Et dans propriété, cette fois-ci, on va dans symbologie. Et au lieu de revenir dans symbole simple, on va rester dans symbole pour pouvoir prendre un autre type de symbole. Donc on a plusieurs types de symboles ici. Si on veut, on peut par exemple, je sais pas, prendre ce symbole ou bien celui-là. Donc à chaque fois, on a un aperçu du type de symbole. Donc si on regarde, on voit ce qui nous plaît en fait et on prend. Donc nous, voilà ce qui était au début. Si on veut notre symbole, on peut par exemple prendre celui-là. On fait appliquer et puis on fait OK. Et voilà. La deuxième partie de cette vidéo concerne cette fois-ci les extractions des données par les requêtes spatiales ou attributaires. Alors on va voir comment extraire des informations à partir de ce qu'on a déjà sur place. On voit que ici on a des informations concernant tout le Niger. Alors supposons par exemple que notre zone d'intérêt est sur une des régions du Niger. On peut extraire cette région par plusieurs manières. Donc là, je vais décocher les routes. Donc pour décocher, c'est ici. On peut enlever ou ajouter. Ici, je peux décocher les points, tout comme je peux décocher également les polygones. Donc je vais décocher ces différents points pour ne laisser que les régions. Les régions aussi, je vais ajouter leur nom. Je vais aller dans propriété, dans étiquette, je vais faire étiquette simple et je fais appliquer. Donc j'ai le nom de chaque polygone dans son centroïde à son centre. Alors supposons que je vais faire la carte de la région de Maradi ici au centre, ou celle de Zender ou Tawa, je ne sais pas. Je vais prendre la région de Maradi, je crois. Et puis je vais extraire la région de Maradi pour avoir une couche ici région de Maradi et pouvoir la cartographier. Alors il y a plusieurs manières. On peut directement sélectionner cette région pour l'enregistrer par sélection directe, tout comme on peut aller faire une requête. Alors pour faire la sélection directe, on va avoir trois façons de faire les requêtes. Donc la première façon consiste à faire la sélection directe. Et cette sélection directe, elle se fait à travers les outils qui sont ici. Donc là, on a un outil où vous avez un curseur et un rectangle jaune qui permet de sélectionner une entité. Donc sur ce qui est affiché ici, sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Donc si je sélectionne, je clique et je sélectionne cet outil, vous voyez que mon curseur devient noir. Donc dès que je vais cliquer dans la région d'Agadez, on voit que la région d'Agadez est sélectionnée en jaune. Si je clique sur Zender, cette fois-ci c'est Zender qui est sélectionné. Si je clique sur Maradi, c'est Maradi qui est sélectionné, ainsi de suite. Donc je peux sélectionner les localités comme je le veux. Donc si je vais sélectionner plusieurs localités, il suffit tout simplement de faire un cliquer-glisser, de dessiner un rectangle et puis il va me sélectionner les rectangles, les régions qui sont concernées par ces rectangles. Donc si je fais ici comme ça, il va sélectionner les deux. Je fais celui-là, il prend les deux. Donc je peux en fait sélectionner plusieurs régions juste en dessinant un rectangle sur la carte pour sélectionner les entités que je veux. Et après je vais les exporter. Donc ça c'est la première façon de sélectionner, et après avoir sélectionné, on peut venir cliquer ici pour désélectionner les entités qui ont été sélectionnées. Donc je reprends que on prend l'outil, on sélectionne, et pour enregistrer la requête, il suffit de venir faire clic droit et puis de faire exporter, sauvegarder les entités sous pour enregistrer. Donc ça c'est la première façon de faire. Nous allons voir maintenant la deuxième façon de sélectionner les entités. Donc je désélectionne. La deuxième façon, cette fois-ci, à part la sélection directe, c'est d'aller directement faire une requête spatiale en utilisant une requête SQL. Donc pour ça, je fais clic droit sur le nom de la couche et puis je clique sur filtrer. Donc clic droit, filtrer. Et quand je vais cliquer sur filtrer, j'aurai un constructeur de requête et j'aurai les noms des différentes colonnes qu'il y a dans ma table d'attributs. Rappelez-vous que pour cette couche limite des régions, j'ai trois colonnes, le nom de la région, le code et la densité.
on peut vérifier ça. Donc je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs et voici les 3 colonnes que j'ai. Nom des régions, code et densité. Donc je ferme, je fais clic droit, filtrer et je peux faire les requêtes en fonction de ces 3 colonnes. Alors supposons que je vais extraire la région de Maradi. Je vais pouvoir l'extraire soit par le nom ou par la région, soit par le nom ou par le code ou par sa densité si je connais la densité exacte. Donc si je décide de le faire par le nom, je vais tout simplement faire double-clic sur nom de région pour l'afficher ici dans la zone d'expression. Et puis je clique ici sur égal, donc nom région égal. Et au niveau des valeurs qui sont qui sont rattachées à cet nom de région, je vais cliquer sur toutes. Donc afficher toutes les valeurs. Et puis je cherche la région de Maradi. Donc je fais double-clic sur Maradi. Donc nom région égale Maradi. Alors je vais tout simplement ici faire OK. Et si je fais OK, on voit que toutes les autres régions ont disparu. Maintenant, on n'a que la région de Maradi. C'est pratiquement le même résultat que lorsque on fait une sélection directe. Tout à l'heure, lorsque j'ai sélectionné la région de Maradi. Donc, il ne reste plus qu'à exporter notre requête en faisant clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la deuxième façon de filtrer, de sélectionner une information, une donnée à partir d'un ensemble de données. Et lorsque les informations lorsqu'il y a un filtre, vous voyez, on a le symbole de filtre qui est là, qui indique qu'il y a un filtre, il y a une requête qui a été appliquée pour filtrer l'information. Donc il me suffit juste de faire zoomer sur la couche et on voit que maintenant on a la région de Maradi. Si je retourne dans filtrer, je vais retrouver toujours ma requête qui est là. Je peux effacer cette requête. Donc si j'efface la requête, on voit que les autres régions sont réapparues. Et j'ai la possibilité encore de faire d'autres requêtes. Donc si je vais sélectionner une autre région, je peux faire nom région égale, je fais toutes. Et puis je peux prendre par exemple la région de Zander. Je fais double-clic sur Zander. Je peux même tester ma requête pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans ma requête. Je peux tester. Et si je clique sur tester, il me dit que il y a une colonne, il y a une entité qui a été sélectionnée. Et si je fais OK, c'est effectivement la région de Zander qui est là. Donc si je ferme cette fenêtre et je viens zoomer sur la couche, je vois que c'est la région de Zander qui est affichée. Donc ça, c'est la deuxième façon de filtrer l'information et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Parce que on a un constructeur de requêtes, on a vraiment plusieurs outils qu'on peut utiliser ici. Sinon, on peut faire aussi une requête attributaire en allant directement dans la table d'attributs. Je vais effacer cette requête. Je fais OK. Je fais zoom sur la couche. Donc, on a nos différentes régions qui sont là. Et maintenant, je vais faire une requête en allant directement dans la table d'attributs. Et pour ça, je vais faire toujours clic droit. Je vais ouvrir la table d'attributs et dans la table d'attributs, j'ai également des outils qui sont là. Et parmi ces outils, j'ai la possibilité de cliquer sur sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc là où vous avez ces symboles mathématiques. Donc je clique sur ces symboles et là j'ai l'outil qui me permet de sélectionner par expression. Et si je regarde dans les différents outils qui sont là, j'ai un outil qui s'appelle champ et valeurs. Donc je peux venir cliquer sur champ et valeurs qui va m'afficher les différents champs de ma base de données, de la table d'attributs. Donc les 3 champs, j'ai nom, région, code et densité. Donc si je reprends la même chose, je peux faire double clic sur nom, région. Donc j'ai le nom de la région qui est là, qui est affiché. Je fais égal. Et puis j'affiche l'ensemble des valeurs qui sont associées à nos régions. Donc on a toutes les régions du Niger et je peux faire Maradi. Donc nos régions égale Maradi comme tout à l'heure. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit tout simplement de cliquer sur sélectionner des entités. Voilà, pour afficher la région sélectionnée sur la carte. Je fais fermer. Et puis, on peut voir que la région de Maradi a été sélectionnée.
et même dans la table d'attributs, on voit que Maradi est sélectionné. Voilà, donc si je vais maintenant je désélectionne, je vais désélectionner. Si vous vous rappelez de cette couleur jaune, c'est comme lorsque vous prenez cet outil et vous venez cliquer sur la région de Maradi. On aura le même résultat et lorsqu'on ouvre la table d'attributs, on verra la région de Maradi sélectionnée. D'accord, donc on a vu les trois façons de sélectionner, de faire des sélections et de sélectionner plusieurs entités. Alors, que ça soit pour filtrer ou pour les requêtes attributaires, les expressions sont les mêmes. Donc, supposons que maintenant on veut faire un autre type de sélection, toujours en utilisant les noms ou en utilisant les codes, c'est la même chose. On peut utiliser les codes, les codes pour ceux qui connaissent les codes des régions. On peut faire double-clic également sur code région, on fait égal, on fait tout et puis on sélectionne les codes, c'est de 1 à 8, chaque région est désignée par un code. On a Agadez qui a le code 1, Difa code 2, Dosso code 3, ainsi de suite jusqu'à Niamey qui a le code 8. Donc si je vais sélectionner la région d'Agadez, comme je connais son code, il suffit de faire double-clic sur 1 pour l'ajouter ici et puis de faire je peux tester ou bien aller directement cliquer sur OK. Donc je vais tester. Si je fais OK, on voit que la région d'Agadez a été sélectionnée et filtrée. Donc on peut effectivement faire la sélection par code. Donc j'efface. Si j'efface, les régions sont réapparues. Maintenant, on va voir après égal. On va voir également comment utiliser d'autres opérateurs. Parce que ici, vous avez, c'est la zone des opérateurs. Donc je vais tester. Si je fais OK, on voit que la région d'Agadez a été sélectionnée et filtrée. Donc on peut effectivement faire la sélection par code. Donc j'efface. Si j'efface, les régions sont réapparues. Maintenant, on va voir après égal. On va voir également comment utiliser d'autres opérateurs. Parce que ici, vous avez, c'est la zone des opérateurs. Supposons qu'on va sélectionner plusieurs régions en utilisant cet outil de constructeur de requêtes. Là, on va faire non-région et puis faire égal. On fait tout. Par exemple, on prend la région de Difa. Donc, on a la région de Difa. Je fais tester. Effectivement, on a la région de Difa qui est là. Mais supposons que maintenant, on veut ajouter une autre région. On veut ajouter, par exemple, sa voisine, la région de Zender, à côté. Donc, pour faire ça, on va tout simplement utiliser un des opérateurs logiques ici. Et l'opérateur qu'on va enregistrer, c'est OR et non AND. Donc, OR qui permet de prendre Difa ou Zender. Donc, il va chercher l'une des régions et l'autre, l'une et l'autre. Alors que si on met AND, il va chercher la région qui s'appelle Difa et Zender en même temps. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de prendre soit la région de Difa ou la région de Zender. Et comme c'est deux entités différentes, il va prendre les deux. Donc ici, on va mettre l'opérateur OR et on reprend la même opération. Non-région égale, cette fois-ci, on prend Zender. Et on fait tester. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On voit que il y a les deux régions qui sont affichées. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on avait pris AND? Je vais effacer. Et puis, je mets non-région égale Zender, par exemple. Et je mets AND non-région égale Difa. Si je fais tester, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 0 parce qu'il n'y a aucune région dans la base de données qui s'appelle Difa et Zender en même temps. Donc l'opérateur qu'il faut mettre ici, ce n'est pas AND mais c'est plutôt OR. Donc si on met OR et on fait tester, vous voyez on a 2 et donc on a notre résultat. Alors ça c'est pour ce qui est de l'utilisation de l'opérateur OR. Maintenant si on veut par exemple prendre plusieurs régions sans utiliser l'opérateur OR, là on peut prendre un autre opérateur qui facilite parce qu'avec OR il faut à chaque fois répéter l'opération. Maintenant je peux faire par exemple non-région et puis je fais in et là je dois ouvrir la parenthèse avec mon clavier, j'ouvre la parenthèse et puis je liste les régions que je vais ajouter. Donc je peux commencer par Difa et puis je mets virgule avec mon clavier. Je mets Zender, j'essaie de prendre les régions qui sont côte à côte, mais c'est pas obligatoire parce que vous allez voir, je vais mettre Dosso
je mets virgule, donc ainsi de suite, je vais citer toutes les régions que je veux, virgule, et Niamey. Voilà, j'ai fini et puis je ferme la parenthèse. Donc il a détecté que les parenthèses sont fermées et je peux faire tester. Donc si je teste, il me dit qu'il a trouvé 5 régions et effectivement si on compte 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 qui ont été sélectionnés et les voilà. Donc on a Niamey qui est la petite et on a les autres régions qui sont sélectionnées. Donc ça c'est c'est ça l'avantage d'utiliser in, parce que ça nous permet de mettre directement les noms des régions sans avoir à faire or à chaque fois pour ajouter les localités. On peut utiliser les opérateurs ici arithmétiques avec les codes des régions. Par exemple, je peux faire code de région et puis je mets inférieur, par exemple inférieur à 4. Donc je mets inférieur, strictement inférieur à 4. Ça veut dire que normalement il doit me renvoyer toutes les régions dont les codes sont inférieurs à 4. Si je fais tester, effectivement on a 3, puisque inférieur à 4 on a 3, 2, 1. Ça nous fait 3 régions. Et quelles sont ces 3 régions? C'est la région de Dosso, Agadez et Difa, parce que Agadez a le code 1, Difa le code 2 et Dosso le code 3. Donc on peut également utiliser supérieur ou égal ou bien inférieur. Vous avez compris comment ça marche. Ici le symbole que vous avez ici, le point d'exclamation et le égal, signifie tout simplement différent. Donc je peux faire par exemple code région différent de quoi? Différent d'Agadez. Donc si je fais différent d'Agadez, c'est double clic qu'il faut faire. C'est au niveau des opérateurs qu'il faut faire un clic. Et que je fais tester, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a trouvé 7. Alors quels sont les 7 qu'il a trouvé? Il a trouvé effectivement toutes les 7 régions sauf Agadez. Parce que j'ai dit toutes les régions différentes d'Agadez. Donc toutes les régions différentes de 1. Donc il va me mettre tout sauf Agadez. Donc c'est encore plus facile lorsqu'on veut sélectionner plusieurs régions. On peut passer directement par différents. Alors on peut également utiliser les autres opérateurs. On peut utiliser par exemple l'opérateur note par exemple. Donc pour faire note, c'est pratiquement la même chose que différent, sauf que ici on va l'appliquer avec les noms, les champs texte. Donc si je fais par exemple pour mettre le note, on va commencer par écrire note et puis j'ouvre une parenthèse avec mon clavier et puis je fais nom région égale, je clique sur toutes et puis je fais par exemple Dosso. Voilà, et je ferme la parenthèse. Donc je dis note nom région égale Dosso. Je fais tester et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a trouvé 7. Et si je regarde les 7 qui ont été trouvés, c'est où? C'est toutes les 7 régions sauf la région de Dosso. Donc c'est la même chose en fait que différent ici. Quand je dis note, c'est que la valeur qui est devant note ici ne sera pas considérée. Donc tout ce qu'il y a entre cette parenthèse ne sera pas considéré. Et ce qu'il y a entre la parenthèse, c'est la région de Dosso. Donc là, c'est en fait, c'est tout un langage. Vous avez plein de tutoriels sur internet qui expliquent ça. Vous pouvez les consulter, mais c'est déjà assez bien. Je pense que vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour utiliser les requêtes dans QGIS. Donc nous, dans le cadre de cette formation, nous allons prendre la région de Maradi, comme je le disais au début. Donc on va faire nom région égale Maradi et puis on fait OK. Donc on a notre région de Maradi qui est filtrée. On va tout simplement zoomer sur la région de Maradi. Et cette requête, nous allons l'enregistrer, que ça soit avec la sélection directe, que ça soit avec la requête attributaire dans la table d'attributs ici. À chaque fois que vous faites une requête, vous pouvez l'enregistrer. Et pour enregistrer, vous allez faire clic droit, exporter, sauvegarder entité sous. Et vous allez prendre le format. Le format, pour le moment, on prend des shapefiles. Vous allez partir sélectionner un dossier. Le dossier, c'est notre dossier formation QGIS et je vais mettre région de Maradi. Région de Maradi. Et je fais tout simplement enregistrer.
Je ne touche à rien, je laisse tout par défaut et puis je fais OK. Ici, il va ajouter le fichier sauvegardé à la carte, il n'y a pas de problème, je fais OK. Donc voilà, ça a été ajouté. Donc j'ai ma couche région de Maradi qui est ajoutée avec la couleur verte. Je peux retourner ici dans limite des régions au niveau de filtrer pour supprimer cette requête. Donc je vais tout simplement cliquer sur effacer. Et je fais OK. Donc on a désormais notre couche qui est redevenue qui est là, notre couche limite des régions, et on a notre couche exportée selon la requête qui est la région de Maradi. Donc je peux même désactiver cette première couche et laisser seulement la région de Maradi. Je fais clic droit, zoom sur la couche région de Maradi, et si j'ouvre la table d'attributs, je vois qu'on a une seule ligne parce que les autres ont été effacés. On a Maradi avec le code et puis la densité. Voilà, et je peux même afficher le nom en cliquant sur propriété, et puis je fais étiquette simple, et je fais appliquer OK. Donc j'ai le nom de la région qui est au milieu.